Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une balle pour rien, pièce radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Colin Robertson, avec, par ordre d'entrée en onde, Pierre Delbon, Irène Laurent, Jean Bollot, Jacques Anquetil, Robert Murzeau, Martine Sarcey, Arlette Thomas, Louis Arbessier, Anne Capril, Henri Crémieux, Jean-Charles Thibault et René Farabet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Francis Granal et Françoise Brochard. Bruitage, Jean Bériac. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Oui. Un bonhomme qui insiste pour parler au patron, Monsieur Burgess. Il ne veut pas dire son nom, mais c'est la 3e fois qu'il appelle. Quelle ligne? 2e. Bon, je prends. Allô? Monsieur Grant? Monsieur Grant est en conférence. Je suis Hugues Burgess, son secrétaire particulier. Moi, je suis Joseph Morgan, la dernière en date de ces victimes. Et peut-être la dernière tout court. Que voulez-vous dire, Monsieur Morgan? Tout simplement que je n'ai plus rien à perdre et que je sais me servir de l'arme qui est dans ma poche. Seulement, j'aimerais que vous lui fassiez part de mon appel. Je ne veux pas qu'il tombe sous une balle anonyme. Entrez. Tiens, bonjour Jim. Bonjour Hugues. Et que se passe-t-il? Vous avez l'air furieux. Le vieux vient de me balancer. Quoi? Oui, il paraît que je suis incompétent et paresseux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous êtes l'un de nos meilleurs ingénieurs. Et Grant le sait mieux que personne. Oui, bien sûr. En fait, il n'a même pas prononcé son nom, mais il s'agit de Monica. De Monica? Je l'ai rencontrée par hasard il y a 3 mois. Nous nous sommes revus... Oh mon Dieu, mais vous êtes tombé sur la tête. Tout le monde sait que sa fille est sa chose, sa propriété. Et que tous ceux qui ont eu le malheur de lever les yeux sur elle... Et après? Jusqu'à quand cet esclavage va-t-il durer? Monica a 26 ans Son père est l'un des hommes les plus puissants de la cité. Il faut être absolument fou pour vouloir se mesurer avec lui. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de vous en rendre compte. Je doute qu'il s'en tienne à votre renvoi. Oui, je sais. Il m'a déjà mis au défi de trouver un autre emploi dans l'électronique. Ça, vous pouvez lui faire confiance. Même ses ennemis et ses concurrents ne passeront pas par-dessus sa tête. Ah bah tant pis. Après tout, il n'y a pas que l'Angleterre. Non, la seule chose qui importe, c'est que j'aime Monica et qu'elle m'aime. Mais il faut de l'argent pour s'expatrier, Jim. Et d'ailleurs, il aurait tôt fait de vous retrouver. Si j'étais certain de ne pas me faire prendre, je le descendrais sans hésitation. Un homme pareil ne mérite pas de vivre. Rien qu'à Londres, je connais 15 ou 20 personnes qui pensent comme vous. Des types qu'il a ruinés, oui. Mais sa mort ne leur rendrait pas leurs gros sous. Tandis que pour moi, s'il disparaissait, Monica serait libre. Ne soyez pas stupide, Jim. Prenez quelques jours de repos. Et si possible, éloignez-vous. Pendant ce temps-là, je verrai ce que je peux faire pour vous trouver un emploi. Il ne voudra sans doute pas l'Imperial Electronics, mais cela vous permettra d'attendre. D'attendre quoi? Je ne sais pas. Si Monica tient vraiment à vous, elle finira peut-être par fléchir son père. Ah, ben vraiment, on ne dirait pas que vous habitez avec eux. Mais la pauvre est complètement terrorisée. Encore 1 an de ce régime-là, elle finira avec une camisole de force. Je sais, Jim. Et c'est précisément pourquoi je pense que cela ne peut pas durer. Qu'il le veuille ou non, Grant sera bien obligé de... Excusez-moi, il m'appelle. Je vous téléphonerai d'ici 1 jour ou 2 pour que nous dînions ensemble. Nous serons plus tranquilles pour parler.
Je vous donnerai des nouvelles de Monica. Faites attention, Hugues. Si jamais il apprenait que vous cherchez à nous aider, cela pourrait vous coûter cher. Ne vous inquiétez pas. Il y a déjà quelque temps que je joue avec le feu pour mon compte personnel. Vous n'avez même pas à me remercier. À bientôt, Jim. À bientôt. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui. Pour vous dire que je n'entrerai pas à Grande Corp ce soir. Je garde la voiture, vous rentrerez par le train. Très bien, monsieur. Dois-je prévenir Madame Grant? Pourquoi cette question? Ma femme aurait-elle pour habitude de mettre mes absences à profit? Je pensais au dîner, monsieur. J'ai toujours pensé que vous aviez une âme de domestique, Burgess. Seulement je préférerais que vous vous préoccupiez davantage de votre travail ici. Et que vous me présentiez par exemple le planning de production que Kingham a dû vous remettre. Kingham a perdu sa femme il y a 15 jours, monsieur. Oui, je sais. C'est tout à fait regrettable, mais je n'y suis pour rien. Ce deuil l'a beaucoup frappé. Il aurait besoin de... Je ne vous demande pas de quoi il aurait besoin, je vous demande si vous avez remis son planning. Non, monsieur. Il lui faudrait encore 2 jours, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Laissez-lui ces 2 jours. Lorsqu'il aura terminé, vous lui direz de passer à la caisse. Mais monsieur... Si vous voulez l'accompagner, ne vous gênez pas. Rien d'autre depuis tout à l'heure? Si. Joseph Morgan a téléphoné. En proférant des menaces à votre égard. Je sais, j'étais branché sur la ligne. Je peux même vous dire qu'il attend devant la porte et que la police va venir le cueillir dans quelques minutes. J'ai fait le nécessaire. Mais sous quel prétexte pourrait-on l'arrêter? Pour la police, ma parole suffit. D'ailleurs, il est probable que cet imbécile se promène avec une arme, mais sans permis. Vous pouvez disposer, Burgess. Ma voiture dans un quart d'heure. Très bien. Monsieur, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Parfait. Et ne profitez pas de mon absence pour faire la cour à ma femme, hein? C'est une plaisanterie, monsieur. Mais oui, bien sûr, c'est une plaisanterie. Allez. Bonne soirée, monsieur. Petit crétin, là. Monica, mais qu'est-ce que vous faites là? Je cherche quelque chose. Dans les tiroirs de votre père? Oui. C'est insensé, voyons si quelqu'un d'autre que moi vous avez surprise. Mais... vous pleurez? Oh, Hélène, c'est terrible, mon journal a disparu. Votre journal? Il était dans ma chambre, enfermé à clé. Oh, je suis sûre qu'il l'a pris. Ne restons pas dans le bureau, passons à côté. Quelle idée aussi de tenir un journal. Vous n'y parliez pas de ce Jim Braithwaite, j'espère? Bien sûr que si. Oh, Monica, mais comment peut-on être aussi imprudente? Oh oui, je sais, vous avez raison. Oh, c'est cette petite garce de Bessie qui l'a volé pour mon père, je suis sûre. Les autres domestiques n'entrent pas dans ma chambre. Quoi qu'il en soit, nous serons fixés très vite. Si votre père a vraiment lu ce journal, Jim Braithwaite ne restera pas longtemps à son service. Mon père est monstrueux. Je me demande comment vous avez pu l'épouser. Peut-être était-ce tout simplement pour que vous ayez une amie dans la maison. Oh, je suis à bout, Hélène, j'en peux plus. Si mon père s'en prend à Jim, qu'il essaye de nous séparer, je crois que je ferai n'importe quoi. Ne vous affolez pas avant d'être sûre, Monica. Nous allons monter à votre chambre et... Ohé! Tiens, voici Franck qui nous apporte encore un lièvre. Décidément, il devient notre principal fournisseur. Je monte dans ma chambre, Hélène. Je n'ai envie de voir personne. À tout à l'heure. Ohé, regardez. Belle pièce, non? Magnifique, Franck. Bonsoir, Hélène. Puis-je entrer par la fenêtre ou dois-je faire le tour? Ni l'un ni l'autre tant que vous n'aurez pas posé cet animal. Bon, attendez. Oh, Bessie! Qu'est-ce qu'il y a? Venez par ici.
Allez, venez. Portez ça à la cuisine, vous êtes très gentil. Vous voulez peut-être aussi que je le fasse cuire? Oui. Déjà bien assez de travail sans que les voisins s'en mêlent. L'insolence de cette gamine me dépasse. Je peux entrer maintenant? Bien sûr. Comment allez-vous depuis ce matin? Ça va. Je suis en train de devenir un véritable fermier modèle. Mais dites-moi, j'avais cru apercevoir Monica, l'aurais-je fait fuir? Oui, elle est passablement bouleversée. Hein? Elle craint que son père n'ait découvert qu'elle est amoureuse. Asseyez-vous. Merci. Ah ça, j'avoue qu'avec un oiseau pareil, il n'a pas avoir peur. Quel que soit le soupirant, il va se faire broyer. Et à moins que Monica ne se décide à prendre la fuite, je ne vois pas trop ce qu'elle pourrait espérer. Fuir n'est pas si simple, Franck. On peut toujours essayer. Fuyez avec elle, et je vous aiderai. Que voulez-vous dire? Vous le savez très bien, Hélène. Je suis votre ami de toujours, et je n'ai acheté cette ferme que pour être plus près de vous. On ne m'ôtera pas de l'idée que vous avez épousé Grant par contrainte, et je me refuse à croire que cela puisse durer indéfiniment. Mon pauvre Franck. S'il y a eu contrainte au départ, pourquoi voudriez-vous que cela cesse? Et vous? Pourquoi ne voulez-vous rien dire? Parce que c'est inutile, et qu'il n'y a rien à faire. Il s'agit de votre père, n'est-ce pas? Mais comment le savez-vous? Oh, ce n'est pas bien sorcier. À part lui, je ne vois rien ni personne par quoi l'on puisse faire pression sur vous. Malheureusement, ceci dit, j'en suis réduit aux hypothèses les plus variées. Oui. J'ai même été jusqu'à chercher ce que votre père pouvait bien avoir à cacher. C'est pousser trop loin l'amitié, Franck. Vous auriez pu faire beaucoup de mal, même involontairement. Il ne s'agit pas d'amitié. Vous le savez très bien. Je vous aime. Non, taisez-vous, je vous en prie. Et cessez de jouer au policier en ce qui concerne mon père. Lui-même ne sait pas, et c'est précisément pour qu'il ne sache jamais que j'ai épousé Marc. Vous préférez me laisser à mes suppositions? Mais quelles suppositions? Il n'y a jamais rien eu de déshonorant dans la vie de mon père. Tout au plus a-t-il commis l'imprudence sur ses vieux jours de vouloir jouer un peu en bourse. Et alors? Alors, un jour, il s'est retrouvé avec pour toute fortune un gros paquet d'actions qui ne valait plus un penny. Seulement, il ne l'a jamais su. Comment cela? Marc s'est arrangé pour masquer la faillite. Mon père ignore que ses actions ne valent plus rien. Et mon mari lui verse régulièrement des dividendes imaginaires. Vous voulez dire que Grant vous a ainsi obligé? Oh, il n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. Je ne le connaissais pas encore tel qu'il est, et je lui avais de la reconnaissance pour ce qu'il venait de faire. Ma vie étant plutôt monotone, vous étiez en Asie, mon cher Franck. J'ai accepté de l'épouser. Oui. Et maintenant? Maintenant, il reste la menace. Mon père est heureux dans la maison où il a passé toute sa vie, et je veux que sa vieillesse s'écoule tranquillement. Écoutez, Hélène, je suis loin de posséder la fortune de Grant. Mais je pourrais tout de même... Non, Franck, non. Ce n'est plus seulement une question d'argent. Mon père m'adore. Et s'il pouvait penser que j'ai gâché ma vie pour lui, il en tomberait malade. D'ailleurs... D'ailleurs? Eh bien, j'ai pour vous une très grande amitié, vous le savez. Seulement, quoi qu'il advienne... Vous voudriez que nous en restions là? Oui. Je suis un imbécile. Je ne sais ce qui m'a poussé à parler aujourd'hui. Peut-être est-ce mieux ainsi. Vous êtes amoureuse de Borges, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne suis pas sa maîtresse, Franck. Le sentiment qui nous a poussés l'un vers l'autre est très fort. Et nous voulons tout ou rien. Et au grand jour. Il a de la chance. Malheureusement, ce ne sera pas facile. Non. Tenez, le voilà qui arrive, à pied. Je suppose que mon grandissime mari est encore occupé en ville par l'une de ses conquêtes. Eh bien, Non, je vous en prie, restez un instant. Très bien, Hélène. Vous m'en voulez beaucoup, n'est-ce pas? Non, ne croyez pas cela. Même si je suis déçu, je reste avant tout votre ami. Et vous pourrez toujours compter sur moi. Vous êtes merveilleux, Franck. Tellement merveilleux que je m'en vais vous garder à dîner. Ah non, merci, Hélène, pas ce soir. Entrez. Bonsoir, monsieur Burgess. Bonsoir, madame.
Bonsoir, monsieur Redburn. Bonsoir, monsieur Burgess. Vous rentrez seul? Votre mari est retenu en ville, oui. Bon. Eh ben, je vais aller voir où en sont les préparatifs de mon dîner. Content de vous avoir vu, monsieur Burgess. Moi de même. Bonsoir. À demain, Hélène. C'est ça. À demain. Et merci encore pour le lien. Oh, je vous en prie. Oh, Hugues, mon chéri. Pourquoi faites-vous exprès d'être grossier? Franck est mon meilleur ami. Mais c'est plus fort que moi. Je déteste le voir toujours autour de vous. D'ailleurs, je ne suis pas dupe de son amitié. Eh bien, vous avez tort. Je viens de lui avouer mes sentiments pour vous et il a été parfait. Écoutez, Hélène, je trouve imprudent de lui avoir parlé. Mais je ne vous le reproche pas. Je sais trop combien il est pénible de mentir et de toujours cacher ses sentiments. Seulement, nous ne pourrons pas continuer longtemps ainsi. Il faut parler à votre père, c'est la seule solution. Non, Hugues. Non, je ne peux pas m'y résoudre. Mais s'il savait ce que vous endurez... Il renoncerait à sa maison et à son bien-être, je sais. Mais c'est précisément cela que je veux éviter à tout prix. Mais la maison est à lui. Quoi qu'il arrive, je n'aurai pas besoin d'être millionnaire pour nous faire vivre tous les trois. Hélas, ce serait trop simple. Je ne vous l'avais pas encore dit, mais la maison est hypothéquée aux 3/4. Et c'est encore mon mari qui détient les hypothèques. Bessie. Monsieur. Approchez-vous, Bessie. Plus près. Là. Embrassez-moi. Oh, monsieur. Et si madame entrait? Ma femme ne se permet pas d'entrer dans mon bureau sans frapper. Alors... Assez. Vous allez m'étouffer. Ça me plairait de t'étouffer vraiment. Ça me plairait même beaucoup. Eh bien, pour un peu, je croyais que vous parlez sérieusement. Disons que je plaisantais. Et maintenant, Bessie, nous allons parler très sérieusement. Pour commencer, voici un carnet d'épargne que j'ai établi à votre nom et sur lequel j'ai effectué un premier versement. Regardez. 1000 livres? 1000 livres, oui. C'est le prix d'un baiser que vous allez me donner dans quelques minutes. Dans quelques minutes? Lorsque ma femme va entrer ici. Elle et Burgess se moquent de moi sous mon toit. Et j'ai l'intention de leur faire payer très cher. Seulement pour cela, j'ai besoin de les pousser à bout. Qu'est-ce que vous diriez si ma femme s'en allait, si je vous gardais ici? Disons avec un autre grade que celui de femme de chambre. Non, c'est vrai. Ouais. Vous n'êtes pas en train de vous payer ma tête? Non. Vous avez un drôle d'air en disant ça. Vous occupez pas de mon air, écoutez-moi bien. Dans un instant, lorsque ma femme va entrer, vous serez sur mes genoux et vous m'embrasserez. Ensuite, vous disparaîtrez. Et vous irez dire à Burgess que je l'attends dans mon bureau. Bien entendu. Et quoi qu'il advienne par la suite, vous ne devrez jamais révéler cette petite mise en scène. Compris? Oui, mais... Mais quoi? Vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez sur vos gardes parce que vous les croyez capables de tout. Eh bien... Vous n'avez pas peur? Mark Grant n'a jamais peur, ma petite fille, sachez-le. Il est de taille à se défendre. D'ailleurs, j'avais certainement tort l'autre jour. Ma femme, ma fille et ce pauvre Burgess doivent souvent penser à ma mort. Mais ils sont bien trop lâches pour tenter quoi que ce soit. Maintenant, installez-vous sur mes genoux, elle ne va pas tarder. Vous voulez que nous répétions la scène? Non, pas la peine. À quoi pensez-vous? À l'Imperial Electronics. Votre usine?
Mon usine. Imperial Electronics, ma fille, c'est un consortium qui représente des centaines d'usines, des douzaines de sociétés qui sont sorties de mon cerveau et que j'ai créé en partant de rien avec quelques centaines de livres qu'un imbécile a eu l'imprudence de me prêter. Pourquoi un imbécile? Parce qu'il n'a pas su deviner mon génie, ni prévoir que ma réussite serait sa ruine. Et tout ça pour en arriver... À quoi? Non, rien. Attention. Serrez-vous contre moi. Et surtout, n'oubliez pas, n'avouez jamais que ceci était un coup monté. Non, non, non. Comptez sur moi. Et entrez. Vous m'avez... Oh. Désolé, je croyais que c'était Burgess. Décidément, je suis d'une maladresse impardonnable. Bien. Non, ne vous en allez pas. Bessie va nous laisser. Vous pouvez disposer, mon petit. Mon pauvre ami. La vulgarité ne vous suffit plus. Il faut encore que vous y ajoutiez le grotesque. Je ne sais de quoi vous parlez, ma chère. Bessie est peut-être stupide, mais elle n'est pas vulgaire. Quant au grotesque... Il vient de ce que vous pourriez être son grand-père, tout simplement. C'est vrai. Mais vous pourriez être ma fille et vous avez cependant poussé le grotesque jusqu'à m'épouser. Parce que vous m'avez dupé. Ça oui, je le reconnais. Et vous ne savez même pas jusqu'à quel point. Que voulez-vous dire? Lorsque j'ai décidé de payer à votre père des dividendes imaginaires pour qu'il n'apprenne pas qu'il était ruiné, vous m'avez été reconnaissante et à première vue, c'était assez naturel. Pour moi, néanmoins, c'était plutôt comique. Vous ne voulez pas dire que... Si, ma belle, justement. Pour en arriver à ce point, il m'avait fallu d'abord sacrifier une petite fortune afin de bien ruiner votre père. Et là, vous pouvez vous vanter de m'avoir coûté cher. Mais asseyez-vous donc. Vous paraissez en avoir besoin. Vous êtes un être écœurant, Marc. Seulement vous venez de commettre une erreur. Vous me prenez pour plus lâche que je ne suis. Quelles que puissent être les conséquences, je vais partir. Voyez-vous ça? Partir? Et où donc, cher ami? Entrez. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui. Je désire boire mon verre de cognac habituel, mais ce matin, j'ai très envie qu'il me soit servi par un domestique. Prenez la bouteille, voulez-vous? Non? Eh bien, si vous ne voulez pas me servir en domestique, faites-le en homme du monde, mon cher. On ne refuse pas de servir le mari quand on est le gigolo de la dame. Quand je vous aurais cassé la gueule! Non, Hugues! Je vous en prie. Vous voyez bien qu'il ne cherche pas autre chose. Alors, cher ami, vous me le servez, ce cognac? Et si je vous le servais à travers la figure? Je ne vous conseille pas d'essayer, Burgess. Sinon, le revolver que voici pourrait bien partir tout seul. Vous êtes complètement fou, Grant. Posez cette arme. Servez-moi d'abord. Je vous en prie, Hugues. Faites-le pour nous. Il est capable de tout. Merci, monsieur Burgess. Maintenant, allez vous asseoir auprès d'elle. Là. Vous avez perdu, Grant. Hélène et moi, nous allons partir. Et je me fais fort de lui obtenir le divorce. Vous rêvez tout haut, mon jeune ami. Non. Il m'a fallu du temps. Mais j'ai enfin des preuves solides contre vous. Votre goût pour les petites servantes vous a poussé jusqu'à l'imprudence. La dernière n'était pas majeure. Tiens, seriez-vous moins bête que je ne l'avais cru. Quoi qu'il en soit, vous arrivez un peu tard, Burgess.
Parce que l'un de vous deux va mourir. Vous avez décidé de finir au bout d'une corde? Pas le moins du monde. Ne bougez pas ou je tire. J'en serai navré. Car très sincèrement, je ne sais pas encore lequel de vous deux je vais tuer. Et puisqu'aussi bien je ne sais pas à qui offrir le verre du condamné, je vais le boire moi-même. Mais n'essayez pas d'en profiter, Burgess, il vous en cuirait. Voilà. Et maintenant... Alors, docteur? Vous avez probablement raison, inspecteur. Mais bien entendu, je ne peux rien affirmer, il faut une autopsie. Vous étiez le médecin de Grant, je crois. Ah, pas en dernier lieu, non. Il y a quelques mois, et sans me fournir aucune explication, il avait cessé de me voir. Je suppose qu'il avait consulté ailleurs. Est-ce qu'il avait le cœur malade? Oui. Oui, mais je ne saurais dire jusqu'à quel point. Je vais conseiller de se ménager, de voir un spécialiste. L'a-t-il fait? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas vu le confrère que je lui avais indiqué. Oui. Vous pourriez vous renseigner? Oui, je peux toujours essayer. Alors, sergent? Bien, j'ai fait ce que vous m'aviez dit, monsieur. Tout le monde est réuni dans le grand salon. Eh bien, c'est parfait, nous y allons. Je vous téléphonerai cet après-midi, docteur. Et pour le renseignement que vous m'avez demandé, ce sera peut-être un peu tôt. Mais dans ce cas, disons demain matin. Alors, sergent, des découvertes? Pas grand-chose, monsieur, j'en ai peur. Mais la jeune Bessie est très nerveuse et semble en vouloir à la maîtresse de maison. Eh bien, nous allons voir. Ne vous dérangez pas, je vous en prie. Je désire simplement poser quelques questions. Mademoiselle Grant, je suppose. Oui. Mademoiselle, je suis navré. Pas moi, monsieur l'inspecteur. Ah bon? Mon père était un tyran et sa disparition est une délivrance pour tout le monde. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre déjà, mais je rends hommage à votre franchise, mademoiselle. Personne ici ne regrettera mon mari. Et nous ne cherchons pas à le nier, monsieur l'inspecteur. Ceci dit, nous pensions déjà avoir répondu à toutes vos questions. Vous me trouvez indiscret, sans doute avez-vous raison, madame Grant. Cependant, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Je ne comprends pas. Moi non plus, chère madame, je ne comprends pas très bien précisément. Je ne comprends pas pourquoi, votre mari ayant été apparemment victime d'une crise cardiaque, vous avez appelé la police. Mais... Pourquoi n'avoir pas d'abord appelé un médecin? Vous étiez tellement certaine que votre mari était mort? J'ai cru pouvoir l'affirmer, monsieur l'inspecteur. Sans être médecin, il y a des signes qui ne trompent pas. Admettons. Mais généralement, pour constater officiellement un décès, on ne fait pas appel à la police. Je vous avoue que ça me paraît troublant. Eh bien, je suppose qu'en de telles circonstances, il doit être permis de s'affoler un peu. Mais, encore une fois, je ne vois pas ce que vous êtes en train d'imaginer. Je n'en suis pas encore à imaginer quoi que ce soit, chère madame. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a dans tout ça quelque chose qui m'échappe. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Bessie? Eh bien, vous avez raison, monsieur l'inspecteur. Monsieur Grant a été tué d'un coup de revolver. D'un coup de revolver? Oui, je sais, il n'a pas été touché. Seulement, moi, j'ai entendu le coup de feu. Et je sais qu'on peut très bien mourir d'émotion. Oui, c'est intéressant. Qu'en pensez-vous, madame Grant? Que Bessie se trompe, tout simplement. Moi aussi, j'ai entendu tirer, mais c'était un coup de fusil. Et il venait du bois environnant. Oui, nous avons un voisin qui passe ses journées à chasser. C'est une explication, évidemment. Seulement, nous avons retrouvé le revolver de votre mari dans un tiroir de son bureau. Et il y manque une balle. Et elle a incontestablement été tirée. D'où vous concluez... Un instant, monsieur Burgess. Ça n'est pas tout. Car ce qui m'intrigue le plus, voyez-vous, cette balle manquante mise à part, c'est l'extraordinaire propreté de cette arme. Même les empreintes de son propriétaire n'y figurent pas.
Bonjour, Bessie. Ah, monsieur l'inspecteur, je suis bien contente de vous voir. Ah, un petit détail qui vous est revenu depuis hier, peut-être. Non, je vous ai tout dit. Seulement, je veux partir. Partir? J'en ai assez de cette maison. C'est mon droit, non? Bien sûr, bien sûr. Vous avez trouvé une nouvelle place? Non, mais j'ai quelques économies. Je peux me permettre d'attendre. Eh bien, c'est parfait, Bessie. Néanmoins, je vous demanderai de rester ici encore un jour ou deux. Il se pourrait que nous ayons besoin de vous. Je me demande pourquoi. Soyez tranquille, dès que je le saurai moi-même, je ne manquerai pas de vous en faire part. Et est-ce que tout le monde est encore dans la maison? Non, mademoiselle se promène dans le parc. Mais monsieur Burgess et madame finissent de déjeuner. Bon, c'est très bien, je désirais précisément les voir tous les deux. À tout à l'heure, Bessie. Puis-je entrer? Vous avez raison. Ma question est plutôt stupide. Mes hommages, Madame Grant. Bonjour, Monsieur Burgess. Non, ne vous dérangez pas, non, si vous le permettez. C'est moi qui prendrai une chaise. Une tasse de café, monsieur l'inspecteur? Merci beaucoup. Non. Alors, monsieur l'inspecteur, encore des questions à poser? Eh oui, monsieur Burgess. Mais j'ai aussi pas mal de choses à vous apprendre et qui risquent de vous étonner. J'ai beaucoup appris depuis hier. Par exemple? Il y a environ 2 mois, monsieur Grant avait consulté 3 cardiologues. Et ceux-ci, quoique séparément, avaient tous émis le même diagnostic. 3 mois à vivre. Enfin, 5 ou 6 au maximum. Mais... Oui? Non, rien. Je tombe des nues, monsieur l'inspecteur. Non seulement j'ignorais que mon mari fut condamné, mais je ne savais même pas qu'il était malade. Il semble effectivement avoir pris grand soin de cacher son état, mais grâce à une lettre transmise ce matin par son notaire, je peux aussi vous expliquer cela. Une lettre de mon mari? Oui. Il avait demandé qu'elle nous fût transmise aussitôt après sa mort. Elle est datée d'il y a 6 semaines et adressée à la direction de Scotland Yard. Voici. Monsieur le directeur, bien qu'il ne me reste que quelques mois à vivre, sinon quelques semaines, j'ai toute raison de penser que ma femme et Hugh Burgess, son amant, méditent de raccourcir encore ce délai. Bien entendu, ils ignorent mon état de santé, auquel cas ils préféreraient certainement patienter un peu plutôt que de prendre les risques d'un assassinat. Leur détermination étant certaine et leur impatience de plus en plus grande, j'ai bien peur, malgré le court sursis qui m'est accordé, de ne pas arriver jusqu'à ma mort naturelle. Au point où j'en suis, je suis décidé à les laisser agir, mais non pas impunément. Et c'est pourquoi je vous affirme aujourd'hui sur l'honneur, premièrement, que je ne me suiciderai en aucun cas, quelles que puissent être les souffrances qui me sont réservées. Deuxièmement, que jamais, même s'il me provoquait, je n'aurais le moindre geste de menace envers ma femme ou mon secrétaire. Ceci afin de ne pas leur fournir le moindre prétexte. Si donc je venais à mourir de mort violente, et que l'on vous parle de légitime défense, vous sauriez à quoi vous en tenir. Veuillez agréer, etc., etc., etc. Oh, le salaud. À la réflexion, cette lettre ne m'étonne pas. Elle ressemble bien à mon mari. S'étant juré de nous séparer, il n'a pas hésité à sacrifier le peu de temps qui lui restait. Donc, d'après vous, cette lettre est une machination? De A jusqu'à Z, monsieur l'inspecteur. Et pour commencer, sachez que je ne suis pas la maîtresse de monsieur Burgess. Nous nous aimons, c'est vrai, mais je comptais divorcer. Vous espériez que votre mari vous accorderait le divorce? C'est-à-dire, pas exactement. Non, nous comptions l'y obliger. J'en avais trouvé le moyen. Qui était? Non, avant d'en arriver là, monsieur l'inspecteur, je crois qu'il me faut vous dire toute la vérité. Êtes-vous d'accord, Hélène? Si vous voulez, Hugues. Mais j'ai bien peur qu'après cette lettre, notre crédit ne soit pas bien grand. C'est vrai, oui. Tout cela est diaboliquement calculé. Grant a menti sur toute la ligne. Et il a dénié par avance ce qu'il projetait précisément de faire. Mais hier matin, monsieur l'inspecteur,
après s'être grossièrement moqué de sa femme. Il me fit appeler. Et d'emblée me traita de gigolo. Je faillis me jeter sur lui. Mais Hélène s'interposa. Bien entendu, je ne me calmais pas pour autant. Je menaçais de lui envoyer son cognac à travers la figure. Et c'est alors, comme s'il n'avait attendu que cela, qu'il sortit son revolver. Et nous menaça. Il nous fit asseoir. Puis il nous annonça qu'il allait tuer l'un de nous deux, mais qu'il ne savait pas encore lequel. Il se moqua de nous. Il nous affirma qu'il ne serait pas pendu pour ce crime. Et il but son cognac d'un air satisfait. À cet instant, il eut un moment d'inattention. Enfin, du moins, je le crus. J'en profitai pour bondir sur lui. J'étais assis, lui debout. Il aurait pu m'abattre très facilement. Or, non seulement il ne le fit pas, mais j'avais à peine saisi sa main que l'arme se retrouvait tournée vers lui et qu'il pressa la détente. Et si son cœur n'avait pas lâché à ce moment-là, peut-être aurait-il tiré encore et réussi à se blesser. Voilà. Voilà, monsieur l'inspecteur. J'admets que tout cela puisse paraître invraisemblable, mais c'est pourtant la vérité. Et la balle? Elle a pénétré dans un des gros fauteuils de cuir. Le trou est presque invisible. En voyant tomber mon mari, je fus évidemment certaine qu'il avait été atteint. Mais Hugues jurait que c'était impossible et il constata bientôt qu'il avait raison. La détonation n'ayant pas été très forte, nous eûmes le temps de nous ressaisir. Ah, pourtant, Bessie l'a entendu. Puisqu'elle n'est pas accourue, c'est qu'elle n'a dû réaliser qu'après coup. Pour moi, la crise cardiaque était évidente. Et je décidai de nous y tenir. J'essuyai le revolver. Je le remis à sa place. Et, sans doute par un réflexe de défense, j'appelai la police. Oui, je suppose que c'est là le genre d'erreur que commettent les assassins qui veulent trop bien faire, n'est-ce pas? Et pourtant, monsieur l'inspecteur, nous ne sommes pas des assassins. J'aimerais vous croire et classer tout simplement cette affaire, monsieur Burgess. Malheureusement, il y a un petit détail qui rend la chose impossible. Mark Grant n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il a été empoisonné par le cyanure de potassium contenu dans son cognac. Et moi, je vous dis que toutes vos suppositions sont insensées, monsieur l'inspecteur. Ni Hélène, ni Burgess, et encore moins Monica. Ce sont vos amis, monsieur Redburn. Il est normal que vous ne les croyez pas coupables. Il n'en reste pas moins que Grant a été empoisonné. Et qui vous dit qu'il n'a pas mis lui-même le poison dans sa bouteille? J'y ai pensé. Mais dans ce cas, le revolver eût été superflu. Oui, ce qu'on sait. Avec un pareil individu, tout est possible. D'autre part, vos amis ne sont pas les seuls suspects. Il y a encore Jim Presswaite, qu'on a vu dans les parages la veille au soir. Le bureau étant au rez-de-chaussée, la fenêtre presque toujours ouverte, c'était pour lui un jeu d'enfant que de s'y introduire. Alors, si vous allez par là, cela m'était tout aussi facile. J'allais vous le dire, monsieur Redburn, précisément. Mais pourquoi l'aurais-je tué? Je suis amoureux d'Hélène depuis longtemps, c'est vrai. Mais alors, pour l'avoir à moi, il m'aurait fallu tuer Burgess également. Car enfin, je suis beau joueur et j'accepte la défaite. Mais je n'irai tout de même pas jusqu'à tuer pour que la femme de mes rêves s'en aille avec un autre. On peut aussi tuer pour faire incriminer un rival. Vous préférez détruire ce qu'on ne peut avoir pour soi. Vous parlez sérieusement? Non. Non, en fait, je suis terriblement embarrassé. Tout le monde haïssait Grant. Et avec raison, je dois le reconnaître. D'un autre côté, il est à peu près certain que celui-ci était prêt à mourir un peu plus tôt, pourvu que sa femme et Burgess soient accusés. Sa lettre à la police, le revolver, tout ça, ça colle très bien. Mais pas le poison. Non seulement le poison était superflu, mais il risquait de faire soupçonner quelqu'un d'autre que sa femme ou son secrétaire. Or, c'est bien eux qu'il voulait atteindre. Oui, sans doute. Ah, s'il n'y avait pas le risque de voir accuser un innocent, je trouverais cette histoire passionnante. Quand avez-vous appris le drame? Je suis allé aux nouvelles en apercevant une voiture de la police, et je suis tombé sur Bessie qui m'annonça froidement que Burgess venait de tuer Grant. Oui, je sais. Oui. De tous les habitants de cette maison, Bessie était seul à ne pas en détester le maître. Grant n'aimait que les très jeunes filles et principalement les servantes. Il avait dû s'intéresser à elle. Oui, oui, c'est certain.
10 minutes avant le drame, Madame Grant les a trouvés enlacés. Seulement, comme le dit si bien Bessie elle-même, ce n'est tout de même pas ça qui l'a tué. Mademoiselle Grant, pardonnez-moi d'interrompre votre promenade, mais j'ai quelques mots à vous dire. Bonjour, monsieur. Monsieur Jim Braithwaite, mon fiancé. Inspecteur principal Vernon. Monsieur. Pour ne rien vous cacher, monsieur Braithwaite, je désirais surtout faire votre connaissance. De tous les coupables possibles, vous êtes le seul avec qui je n'ai pas encore parlé. À la bonne heure. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Notez que vous formez avec Mademoiselle Grant un couple très sympathique, et j'espère bien que vous n'êtes pour rien dans cet assassinat. Ah, parce que vous êtes certain qu'il s'agit d'un assassinat? Oui. Malgré la lettre de mon père et sa préméditation évidente. Votre père avait probablement décidé de se tuer pour faire accuser Burgess et votre belle-mère, mademoiselle, seulement il a été pris de vitesse, et il a été assassiné pour de bon. Et peut-on savoir ce qui nous vaut de figurer parmi les suspects? Mark Grant s'était montré suffisamment odieux envers vous deux pour vous pousser à envisager le pire. Et voyez-vous, j'ai beau n'excuser jamais un crime quel qu'il soit, j'avoue que celui-ci me trouverait presque d'accord pour des circonstances atténuantes. Trop aimable, mais nous n'en sommes pas là. Cependant, vous n'avez pas tout à fait tort, monsieur l'inspecteur. Poussé à bout et ne voulant pas perdre Monica, l'idée de tuer m'est effectivement venue. Peut-être même l'aurais-je fait, qui sait. Mais moi aussi, j'ai été pris de vitesse. Et moi, la veille du drame, j'ai déclaré que je ferais n'importe quoi pour préserver mon amour. Mais vous n'avez rien fait. Non. Eh bien, j'en suis heureux et je ne demande qu'à vous croire tous les deux. Mais naturellement, je ne puis me contenter de vos affirmations. Et cela d'autant plus que la veille du drame, M. Braithwaite vous a rendu visite ici même, dans le parc. C'était un rendez-vous fixe. Nous nous rencontrions ainsi 2 soirs par semaine. Eh oui, bien sûr, mais vous étiez là. Et vous travaillez dans des laboratoires où l'on emploie couramment le cyanure de potassium, ce qui n'est pas à négliger. Désolé, mais votre hypothèse ne tient pas. Pour verser le poison dans la bouteille de cognac, il aurait fallu que Jim connaisse cette habitude qu'avait mon père d'en boire un verre chaque matin. Or, il l'ignorait. Oui, évidemment, je pourrais être complice et le lui avoir dit. Seulement dans ce cas, il aurait été plus simple et moins dangereux de le verser moi-même. Autrement dit, vous refusez d'être soupçonnés séparément. Exactement. Tous les deux, ou ni l'un ni l'autre. Eh bien, j'espère très sincèrement que ce n'est ni l'un ni l'autre, mademoiselle. Là-dessus, veuillez m'excuser, j'aperçois le sergent Taylor qui me fait des signes. Eh bien, sergent. Qu'a-t-il de si pressé? Je crois que vous aviez raison, monsieur. J'ai retrouvé une série d'appels qui vont certainement vous intéresser beaucoup. Parfait, nous allons voir ça. Et si vos renseignements en valent la peine, nous procéderons à une petite réunion de tous nos suspects. Mesdames, messieurs, nous voici arrivés au moment de mettre un point final à cette affaire. Jusqu'ici, vous avez tous ceci en commun, que vous détestiez Mark Grant et que vous aviez intérêt à le voir disparaître. C'est faux. Moi, je l'aimais bien. Oui, enfin, disons que vous aviez du goût pour ses générosités. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui désire protester de ses bons sentiments? Monsieur Burgess. Je détestais Mark Grant, je vous l'ai dit. Je suis heureux qu'il soit mort. Madame Grant? Même réponse. Monsieur Redburn? Grant était un monstre qu'il pensait qu'à détruire les autres. Si je savais qui l'a tué, je ne vous le dirais certainement pas. Parfait. Quant à Mademoiselle Grant et à Monsieur Braithwaite, il n'est qu'à voir leur bonheur pour être fixé. Et après? Nous sommes heureux, c'est vrai. Et nous ne l'avons pas tué. Et vos insinuations ne nous impressionnent pas. Je ne signe rien, Monsieur Braithwaite. Je récapitule, tout simplement. Car ce qu'il y a de plus extraordinaire en fin de compte, voyez-vous, c'est que la haine et les sentiments personnels n'ont été pour rien dans cet assassinat. Mark Grant a été empoisonné par intérêt. Et son assassin a d'ores et déjà réalisé une fortune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire de bourse, Monsieur Burgess, et qui exigeait entre autres que la victime fût assassinée un matin de bonne heure. Un matin de bonne heure? Votre mari, madame, était à la tête d'un consortium gigantesque qu'il avait créé lui-même et dont il était seul à connaître à fond tous les rouages. Or, les gens de la haute finance s'inquiètent facilement.
Et sa disparition n'a pas manqué de faire vaciller l'édifice. Bon sang, mais je commence à comprendre. Placé comme vous l'étiez, Monsieur Burgess, je m'étonne même que vous n'ayez pas compris plus tôt. Que voulez-vous dire? Que j'ai passé des ordres en bourse, peut-être? On a passé des ordres en bourse. Mais je n'ai pas dit que c'était vous. Désolé, mais je n'ai jamais rien compris aux histoires de bourse. Si vous pouviez m'expliquer. Bon, mais c'est très simple. Lorsqu'un grand chef d'industrie disparaît, il y a inévitablement un effondrement sur les actions qu'il représente. De telle sorte que celui qui viendrait à connaître cette mort avant tout le monde, et qui en profiterait pour vendre avant la baisse quelques milliers d'actions qu'il ne posséderait pas effectivement, celui-là serait assuré de réaliser un joli bénéfice. Mais comment peut-on vendre des actions que l'on ne sait pas? Cela se pratique très couramment, mademoiselle, c'est ce qu'on appelle vendre à découvert. Oui, c'est bien possible, mais je ne comprends pas quand même. Mais écoutez, Monica, supposez que vous ayez la certitude que certaines actions, cotées à 1 livre, par exemple, vont baisser. Et vous passez un ordre à votre courtier. Vous lui dites, j'ai 5000 actions, vendez-les au mieux. Il s'exécute et crédite votre compte de 5000 livres. Bon. Alors vous lui devez, vous, 5000 actions. Oui. 5000 actions que vous achèterez juste avant le règlement. C'est-à-dire 5000 actions dépréciées, que vous paierez beaucoup moins de 5000 livres. Vous avez compris? Oui, oui. Et sur des actions plus chères et en plus grande quantité, vous pouvez édifier une fortune en quelques heures. Et il n'y a pas de risque? En temps normal, si, bien sûr. Et il peut arriver qu'au lieu de baisser, les actions montent. Et dans ce cas, la différence n'est pas à encaisser, mais à payer. Bien entendu, dans l'affaire qui nous occupe, ce risque n'existait pas. Aussitôt connue la mort de Mark Grant, les actions baisseraient forcément. Mais comment en êtes-vous venu à envisager ce mobile? Un peu par hasard, je l'avoue. Il y avait tant de haine et tant de coupables possibles que j'en suis arrivé à me demander s'il n'y aurait pas tout bonnement autre chose. C'est alors que j'ai pensé à la bourse. Et sans trop y croire, que j'ai contrôlé les appels téléphoniques partis d'ici tout de suite après le drame. Dieu merci, ce petit coin de banlieue n'est pas encore relié au réseau automatique. Vous voulez dire que les ordres ont été donnés d'ici? Pas tout à fait, Madame Grant. Mais d'une maison très voisine. Les mains en l'air, inspecteur. Et que personne ne bouge. Que ça alors? Je me demandais quand vous alliez vous décider, Monsieur Redburn. Je savais que vous étiez armé. Restez où vous êtes. À vrai dire, c'est même ce revolver qui a tout d'abord éveillé mon attention. Je me suis demandé ce qu'un gentleman farmer pouvait bien faire avec une arme dans sa poche. Notez qu'auparavant, j'avais aussi remarqué votre collection de papillons, et que je m'étais souvenu que l'on tue ces petites bêtes au moyen du cyanure. Un point de pluie et je tire, sergent. Quelle heure, asseyez-vous. C'est un ordre. Vous n'avez pas craint, en versant le poison, d'atteindre un autre membre de cette maison, Monsieur Redburn? Personne ne touchait au cognac de Grant. Quand avez-vous opéré? La veille. Tout de suite après avoir pris congé d'Hélène et de Borges. Grant étant resté en ville, c'était facile. Mais comment avez-vous su le lendemain que Grant avait bu? J'étais à l'affût derrière la fenêtre. Donc vous avez assisté à toute la scène. Vous avez pensé que tout cela coïncidait à merveille, et vous êtes rentré chez vous pour téléphoner à votre courtier. Exactement, monsieur Sherlock Holmes. Et si cet idiot de Burgess avait appelé un médecin au lieu de la police, nous ne vous aurions jamais vu dans les parages. Vous semblez oublier la lettre de votre victime, Redburn. Elle n'avait pas été écrite contre vous, mais le résultat était le même. Et maintenant, donnez-moi votre revolver. Si vous avancez, je tire. Non, vous ne tirerez pas. Vous ne tirerez pas parce que vous n'êtes pas un criminel, Redburn. Vous avez tué, c'est vrai, et pour de l'argent. Mais vous n'avez pu le faire qu'en raison du caractère odieux de votre victime. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous avez tué Grant pour libérer ceux qu'il tenait sous sa coupe. Mais ça vous a tout de même servi d'excuse à vos propres yeux. Si vous tiriez sur moi, vous n'auriez pas d'excuse. Et de toute façon, vous n'iriez pas bien loin. Alors, donnez-moi ce revolver. Merci, Monsieur Redburn. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Le meurtre de la vieille dame par Michael Underwood, publié aux éditions de Trévise, nous conduit dans un village résidentiel de la grande banlieue de Londres.
Ce sont en général d'adorables villages et celui-ci n'échappe pas à la règle. Au meurtre près, bien entendu. Car il y a eu meurtre sur la personne d'une vieille dame très riche, autoritaire et peu aimée, qui terrorisait sa dame de compagnie et parlait haut et sec à son neveu. Et puis on a trouvé la vieille dame morte. Bien qu'elle eût reçu un coup de tisonnier sur la nuque, ce n'est pas cela qui l'a tuée. C'est le coussin que l'on a glissé sous sa tête, alors que tombée sur le sol, elle n'était qu'évanouie. Seulement, comme on lui a retourné le visage sur le coussin, elle s'est asphyxiée. Les soupçons de la police se portent immédiatement sur un garçon rétif et sauvage, libéré d'une maison de redressement, et que la vieille dame avait engagé comme garçon à tout faire. On l'a vu rôder près de la maison vers l'heure assignée au meurtre. On a retrouvé l'empreinte d'une de ses chaussures dans une plate-bande sous la fenêtre de la chambre où le crime a été commis. C'en est assez pour l'arrêter. Toutefois, l'opinion publique s'agite. Non que l'accusé soit aimé, mais on désignerait volontiers comme candidat possible à l'échafaud un garagiste local que la vieille dame honorait non seulement de sa sympathie, mais de libéralité qui lui ont permis de moderniser son garage. Interrogé par la police de Londres, le garagiste se révèle ce qu'il est, c'est-à-dire une brute taciturne, mais pas nécessairement un assassin. Quant au neveu, c'est un faible qui, après la guerre, est venu exploiter dans le pays une médiocre entreprise d'horticulture. Reprise dès le début, l'enquête qui n'avait pas satisfait Scotland Yard éclaire d'un jour plus pénétrant les suspects. Et puis, il y a eu lecture du testament de la vieille dame. Ce testament a enrichi le garagiste et à peine avantagé le neveu. Avait-il intérêt, l'un, à toucher plutôt son argent, l'autre à devancer la rédaction d'un testament qui risquait de le déshériter tout à fait? Un coup de théâtre bien amené clôt cette affaire aux péripéties ingénieuses. Le meurtre de la vieille dame par Michael Underwood est publié aux éditions de Trévise dans la collection Le Cachet. Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu. Le témoin doit être assassiné est un film qui appartient au folklore américain. L'histoire n'est guère concevable dans un autre pays que les États-Unis et les personnages sont les produits mêmes d'une société qui n'a guère d'équivalent dans le monde. Le metteur en scène, Charles Haas, a d'ailleurs tiré son scénario d'une histoire publiée dans un magazine américain. Ce récit, de Paul Gallico, relate des faits probablement authentiques. Il s'agit du noyautage des grands syndicats américains par des agents véreux qui ne sont en définitive que des gangsters. Et des gangsters d'une espèce particulièrement méprisable, car ils exploitent des ouvriers qui veulent s'unir pour défendre les intérêts les plus légitimes. Nous avons déjà vu plusieurs histoires de ce genre, et notamment dans le très beau film d'Elia Kazan, Sur les quais. Ici, le chef du gang des syndicats est Mickey Rooney. 2 ouvriers ont été les témoins de ces exactions, il faut donc les neutraliser. Mickey Rooney tente d'abord de les enrôler dans ses troupes, mais n'y parvenant pas, il emploie la force, puis le kidnapping. Ne se laissant pas intimider, le témoin parvient à traquer la bande et à récupérer son enfant vivant. Le scénario, on le voit, n'est pas d'une originalité criante, mais le metteur en scène a réalisé son film avec une certaine vigueur, et surtout dans la deuxième partie, car la première traîne et est terriblement monotone. En outre, Mickey Rooney montre une vigueur et une passion dramatique assez remarquables. Nous sommes loin du charmant Puck, du songe d'une nuit d'été dans lequel il fit ses débuts cinématographiques sous la direction de Max Reinhardt. Steve Cochran, lui, joue le rôle du bon ouvrier et il est assez terne, ainsi que Mamie Van Doren, son épouse dans le film, et qui joue, elle, les mères torturées. Ce film, en réalité, est surtout fait pour un public américain. Ici, nous nous intéressons moins à ces drames de syndicats victimes comme de simples personnes privées, des racketteurs et des rabatteurs. Mais enfin, comme document sur un certain aspect social de notre époque, le film de Charles Haas ne manque pas d'intérêt, mais sans plus. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une balle pour rien, pièce radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Colin Robertson, avec, par ordre d'entrée en onde, Pierre Delbon,
Irène Laurent, Jean Bollot, Jacques Anquetil, Robert Murzeau, Martine Sarcey, Arlette Thomas, Louis Arbessier, Anne Capril, Henri Crémieux, Jean-Charles Thibault et René Farabet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Francis Granal et Françoise Brochard. Bruitage, Jean Bériac. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.